On est en France, hein, et on dit qu'en France, tout commence par des chansons. Eh bien, on va chanter une chanson. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Vous connaissez ? J'ai pas l'impression, hein, ça rend pas beaucoup. Hein. Alors, comme vous n'avez pas l'air de connaître, je vous raconte la suite. Au bout de 5 à 6 semaines, les vivres vinrent à manquer. Et qu'est-ce qui se passe ? On tirasa la courte paille, on tirasa la courte paille, pour savoir qui serait mangé, pour savoir qui serait mangé. Et voilà une question extrêmement intéressante que je vais mettre ici. Qui va-t-on manger ? Alors, on va faire une discussion. Qui va-t-on manger ? Alors, vous connaissez la suite de l'histoire. Que dit le sort ? On tire à la courte paille et qu'est-ce qui se passe ? Le sort tomba sur le plus jeune. Alors, pourquoi ? Alors maintenant, réfléchissons. Qui va-t-on manger ? Le plus jeune. Il y a une bonne raison à ça. Pourquoi ? Pourquoi on mangerait le plus jeune ? C'est le plus tendre. Plus sérieusement aussi, c'est celui qui ne peut pas se défendre. Hein ? Ça n'emmerde personne, on va le manger, il ne peut pas se défendre. Et c'est d'ailleurs ce que dit la chanson. Parce que personne ne prend sa défense. Hein. Il monte sur le mât et il prie la Sainte Vierge. Donc, le plus jeune, c'est un consensus, tout le monde est d'accord, sauf lui. Mais il y a d'autres possibilités, hein, si on raisonne bien. Le plus vieux. Pourquoi on mangerait le plus vieux ? Ah ben, le plus vieux, ça peut être le capitaine, etc. Non, il a sa vie derrière lui, hein, soyons sérieux. Il a sa vie derrière lui. Hein ? Le jeune, il a toute sa vie devant lui. Non, ce sont des arguments sérieux. Hein ? On pourrait manger le plus vieux, et c'est ce qu'on fait bien souvent. Hein, quand vous avez des trucs de rein à donner, des choses comme ça, on dit souvent, ben, il vaut mieux soigner les jeunes d'abord, ils ont leur vie devant eux. Mais ce n'est pas tout. Le capitaine. Pourquoi on mangerait le capitaine ? Parce qu'il est responsable. Quand le bateau coule, le capitaine part en dernier. Il n'y a qu'en France que le ministre de la Santé, lui, il s'en va quand le bateau coule. Mais dans des pays normaux, le capitaine part le dernier. Et donc on dit, bah, capitaine, tu es responsable, c'est toi qu'on va bouffer. C'est une bonne raison. Bien. Et c'est des bonnes raisons, hein. Je ne raconte pas de carabistouille. Le mousse. Alors le mousse, c'est le plus jeune dans le grade le moins élevé. C'est celui qui est tout à fait en bas de la hiérarchie. C'est peut-être pas le plus jeune d'ailleurs, hein. C'est celui qui est le plus inutile, c'est la 15e roue du carrosse, celui dont personne n'a besoin, et de nouveau, celui qui ne peut pas se défendre, il n'a pas de galon, il n'a rien. C'est une bonne raison. Le plus gras. Il y en a plus, hein. Ça, c'est logique aussi. Hein. Donc, vous voyez, il y a des tas d'excellentes raisons qui sont toutes très bonnes. Alors, pourquoi on ne fait pas une discussion ? Et pourquoi on tourne ? Quel est le problème avec ces raisonnements ? Quel est le problème de la décision ? Et vous pouvez dire aussi autre chose, le célibataire. Hein, vous avez des gens chargés de famille, etc. Puis un type, lui, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, etc. Bon, ben, ce sera lui. Il n'est pas chargé de famille. Tout ça, c'est sérieux. Alors, pourquoi on ne fait pas comme ça ? Eh bien, c'est un problème classique de décision. Pourquoi tirer les décisions au sort ? D'abord, l'équité est difficile d'être équitable. Pourquoi c'est difficile d'être équitable ? Parce qu'il y a des tas de motifs dans toutes les directions. Il y a des raisons pour faire ci, des raisons pour faire le contraire. Et comment on fait pour dire que l'un est plus important que l'autre ? Les gens ne sont pas d'accord dessus. Hein ? C'est difficile d'être équitable. Mais ce qui est plus difficile encore, c'est d'être impartial. Vous voyez ? Il y a des conflits d'intérêts. Vous comprenez bien, si on laisse décider le capitaine, il y a toujours un soupçon. Pourquoi il a choisi tel plutôt que tel autre ? Il peut y avoir des agendas cachés, il peut y avoir... Et vous avez tous l'habitude, quand vous faites quelque chose, il y a la vraie raison pour laquelle vous le faites,
et il y a une bonne raison que vous dites. Donc, sur toute décision humaine, il y a un soupçon. Si quelqu'un prend la décision, si le capitaine monte du doigt le mousse et dit « c'est toi », les gens, il y aura toujours, on se dira toujours pourquoi il a fait ça. Il peut dire, s'il se désigne lui-même, personne ne dira rien. Mais ça, c'est le volontaire. Si c'est involontaire, on ne discute pas. Mais s'il y a quelqu'un qui choisit, là, ce n'est pas une décision acceptable. Donc, toute décision humaine est suspecte. Pourquoi il a fait ça? Et elle est donc tout à fait contestable. Si vous tirez au sort, il n'y a pas de problème. Ça crée un consensus. Tirer au sort, aucun problème. Et c'est pour ça que dans les décisions graves, on tire au sort. Vous savez très bien que quand vous êtes dans les tranchées, quand il fallait quelqu'un une mission difficile, on cherchait les volontaires et puis ensuite on tire au sort. Donc voilà, le tirage au sort, c'est la seule manière d'être équitable. Alors ceci dit, il peut y avoir des contestations quand même. Des contestations, c'est la situation n'est pas égale entre les gens. Quand il s'agit d'aller à la mort, tout le monde est égal. Il ne viendra l'idée de personne de dire que c'est plutôt à moi de vivre qu'à telle personne. Tout le monde est égal devant la mort. Mais pas devant l'impôt. Si vous tirez au sort la quantité d'impôts que vous payez, les gens hésiteront un peu, parce que quelque part, on a l'impression qu'un riche doit payer plus qu'un pauvre. Hein, donc, le tirage au sort, c'est pour des situations d'égalité parfaite et reconnue par tous. Dans les cas, maintenant, et que faire alors dans des cas où les situations sont différentes? Il y a des différences importantes à apprécier. On ne peut pas tirer au sort. On ne va pas tirer au sort les impôts que vous payez. Mais ce qu'on peut faire, c'est tirer au sort les juges. Hein? Comme ça, il y a une sorte de garantie d'impartialité qui se porte là-haut. Hein, là, vous comprenez, je prends le mot de justice dans le sens d'équité et d'impartialité. Alors, tirer au sort les juges, c'est ce que vous faites. On tire au sort les jurys de cour d'assises, qui d'ailleurs font très bien leur travail. Pour songer à ce que ça représente, imaginez qu'il y ait des jurys professionnels. Moi, mon métier, c'est d'être jury et de condamner les gens à mort. Hein? C'est pas vraiment tenable. Hein? On tire au sort les jurés, justement parce qu'il y a une question d'impartialité, d'équité, de gens comme ça, on pense qu'ils ne sont pas prévenus, etc. Et les jurés, l'expérience prouve qu'ils font extrêmement bien leur travail. On a tiré au sort l'Assemblée consultative pour le climat. Pourquoi tirer au sort une assemblée? Parce que, on dit que les experts marinent dans les conflits d'intérêts. Hein, c'est toujours la même histoire. Les experts sur le nucléaire, c'est d'anciens types du nucléaire. Les experts sur le climat, bien souvent, ils sont employés par des pétroliers, etc. Les experts marinent dans les conflits d'intérêts. Ou, s'ils ne le font pas, vous le soupçonnez. C'est beaucoup mieux de tirer des citoyens au sort, vous dire, ces gens-là n'ont pas de conflit d'intérêts, et à ce moment-là, vous pouvez leur expliquer. Bon, maintenant, ce qui est passé pour le climat, les lobbies sont passés derrière, ils ont rétabli la situation à leur profit, mais l'idée de départ était une excellente idée. On évite les conflits d'intérêts. On obtient des gens impartiaux. Alors, ça peut vous sembler étrange de tirer des assemblées au sort, mais c'est pourtant une procédure très ancienne, très connue, et très connue. Par exemple, on parle toujours de l'Antiquité, mais moi je vais vous parler de Venise. Hein. Je vais vous parler de la restriction de la République de Venise. Alors, la République de Venise, elle a duré 6 siècles, hein, sur la même constitution. Et la République de Venise est terminée au XIXe siècle grâce à Napoléon Bonaparte. Il est venu, il a fermé, bon, comme d'habitude. Alors, vous voyez, il y a pendant ces 6 siècles, pour élire le Doge, ou plutôt pour élire un comité de 41 personnes qui devaient élire le Doge, ils ont procédé d'une manière extrêmement remarquable que je vais vous décrire. Donc, vous voyez la situation. À Venise, il y avait un Sénat, c'était 3000, et là-dedans, il faut tirer au sort, il faut choisir 41 personnes qui vont élire le Doge. Bien. Alors, vous pourrez me dire, bon, ben, on vote. Oui, mais le problème, si on vote, c'est que s'il y a une majorité au Sénat, vous êtes parfaitement certain que les 40 personnes seront toutes de la majorité et la discussion est fermée. On peut tirer au sort, oui, mais enfin, il y a des gens dont personne ne veut.
Alors la procédure employée à Venise était un mix d'élection et de tirage au sort. Alors les chiffres ne sont pas très bons, je peux les décrire mieux. Alors c'était de deux choses. D'une part, on commence par faire un tirage au sort. Donc sur les 3000, on va en tirer 40. Ils sont au sort. Et ça va toujours être une restriction. Vous allez avoir un grand nombre et on va en tirer au sort un petit nombre. Donc sur 3000, vous en tirez 40. Comme ça, comme on en tire au sort 40, ce n'est pas la peine de faire des ententes entre soi, etc., etc. Et les 40, eux, ils vont en élire beaucoup plus. Les 40, eux, vont élire, mettons, 100 personnes. Mais à une majorité qualifiée. C'est-à-dire, il faudra peut-être 30, pour que les 300 soient là, il faut peut-être qu'il ait 35 voix sur les 40. Donc on élargit par une sorte de consensus. Donc ça respire. Je vais vous décrire ça de manière plus précise. Voilà. Voilà exactement ce qui se passe. Et vous voyez comment ça se fait. Je pars par le haut. N, ils sont 3000. Dans les 3000, lot, par tirage au sort, on en tire 30. Parfait. Maintenant, dans les 30, par tirage au sort, on en tire 30. Et maintenant, par tirage au sort de nouveau, on va en tirer 9. Ils tirent 2 fois de suite au sort. Bien, alors maintenant, les 9, ils ont procédé par élection. Les 9 qui sont là vont en élire 40, c'est-à-dire beaucoup plus. Mais pour être parmi les 40, il faut avoir 7 voix sur les 9. Vous voyez, on en tire au sort, finalement 30 puis 9, on en tire au sort 9, donc on a beaucoup réduit, et les 9 vont en élire 40, mais pour être dans les 40, il faut avoir 7 voix sur 9. C'est-à-dire, vous n'avez que des gens qui sont un peu consensuels, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez 7, donc vous êtes donc 40. Les 40, sur les 40, on en tire 9 sur les 40, par tirage au sort, on en tire 12. Et les 12, par élection, vont en choisir 25. Pour être dans les 25, il faut 9 voix sur 12. Donc on alterne, élection, tirage au sort, c'est une respiration. On en tire au sort un petit nombre, on en élit un grand nombre par consensus, et à la fin, alors cette procédure-là, ça interdit les magouilles. Je vote pour toi et puis tu votes pour moi après, parce qu'il y a le tirage au sort, hein, cher ami. Ça exclut les gens dont personne ne veut, etc. Ça a marché très bien pendant 6 siècles. Pour moi, le hasard, c'est l'équité. Hein, c'est vraiment lié à l'équité. Et vous me dites, mais quel lien avec la théorie des probabilités? Ben, écoutez, quand vous regardez historiquement, le hasard apparaît comme équité. On n'a pas pensé à dire la probabilité. On regarde, le fondateur de la théorie des probabilités, c'est Pascal. Il y a un problème historique célèbre qui est le problème des parties qu'il a résolu. Et il a résolu, non pas par des arguments de probabilité, mais par des arguments d'équité. L'argument d'équité est très simple. Si nos chances sont égales, on partage moitié-moitié. Alors, attardons-nous un instant là-dessus. Quel était le fameux problème des parties de Pascal? Il est là-haut, je reprends son langage. 64 pistoles ont été misées, j'ai gagné 2 manches, mon adversaire une seule, il en faut 3 pour gagner la partie. Donc, c'est comme un match de tennis. Hein? On en est à 2-1, et brusquement, pour une raison X, il faut s'arrêter. Maintenant, on ne va pas laisser les 64 pistoles sur la table, comment on fait? Alors, pour bien comprendre l'argument de Pascal, dites-vous, il y a 64 pistoles là, chacun gagne une manche et il faut s'en aller. Comment on partage? Hein? Chacun gagne une partie, il y a 64 pistoles sur la table, comment on partage les 64 pistoles? On divise par 2. C'est ça l'argument d'équité. Et ça, tout le monde comprend. OK. Mais là, c'est plus compliqué. 2 d'un côté, 1 de l'autre. C'est ça la difficulté. Et Pascal résout en équité. Pascal dit la chose suivante. Qu'est-ce qui peut se passer? Si je gagne la 3e manche,
j'aurais gagné, j'aurais 64 pistoles. Si je perds la troisième manche, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on sera 2-2. Et à ce moment-là, en équité, chacun part avec 32. C'est blindé comme argument. Donc, dit Pascal, quoi qu'il se passe, j'ai 32 pistoles qui sont assurées. Ben, je les prends tout de suite. Je les prends maintenant. Et après, une fois que j'ai pris les 32 pistoles, elles sont là dans ma poche, il reste 32 pistoles sur la table, et sur ces 32 pistoles, qu'est-ce qui va se passer? Si je gagne la troisième manche, c'est moi qui les gagne, et si l'adversaire gagne la troisième manche, c'est lui qui les gagne. Donc, de nouveau, principe d'équité, 32-32, une chance égale à chacun, donc on partage en deux, donc ça fait 16 pour chacun. Donc, moi, plus mes 32, je rajoute 16, ça fait 48, et lui, il a 16. Terminé. C'est un argument en équité. Si vous connaissez la théorie des probabilités et que vous voulez faire étalage de votre savoir, vous mettez des probabilités, vous trouvez qu'il y a 3 quarts, blablabla. Bla, bla, bla. Mais ça, c'est l'argument de Pascal. Et je vous le montre d'ailleurs dans ses œuvres complètes. Vous voyez, je vois bien que la vérité est la même à Toulouse et à Paris. À qui écrit-il? À Fermat. Voilà comment je fais pour savoir la valeur de chacune des parties, blabla. Supposez que le premier en ait 2 et l'autre 1. Il joue maintenant une partie. Bon, il décrit en fait, il fait exactement l'argument que je vous ai décrit. C'est un argument en équité. Et à partir de là, vous voyez, 48 pour l'un, 16 pour l'autre, l'un a 3 fois plus que l'autre, c'est-à-dire que les probabilités de gain sont de 1 quart et 3 quarts. Pas difficile de faire ça. Puis vous pouvez continuer. Donc, de nouveau, le hasard, c'est l'équité, et tout le reste est superstructure. Maintenant, donc, je reviens à la question, qu'est-ce que c'est que le hasard? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que le hasard, c'est très compliqué, on met du hasard, le hasard, c'est simplement la couverture qu'on met sur ce qu'on ne sait pas, etc. Si vous voulez, mais pour moi, c'est complètement différent. Pour moi, le hasard est le sentiment proprement humain que certaines décisions sont prises avec équité et impartialité, pas autre chose. Pas du tout le fait qu'on ne sache pas le résultat d'une expérience. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors, pour vous en convaincre, je vais vous relater l'expérience de Ellsberg. Là, j'ai mis Assange ici, parce que Ellsberg avait été l'auteur des Pentagon Papers. Hein, il avait publié des papiers secrets du Pentagone qui montraient l'implication des États-Unis dans la guerre du Vietnam et notamment dans l'assassinat de Ngo Dinh Diem. Il est toujours en liberté. Assange, lui, il est en tôle. Alors, l'expérience de Ellsberg est la suivante. Alors, je vais vous y faire participer. Vous devez tirer une boule dans une urne. Si la boule est noire, on vous fusille. OK? Donc, c'est du sérieux. C'est clair? Bon. Alors, mais vous avez le choix de l'urne. Vous avez le choix de l'urne. Par exemple, si je vous donne une urne, vous avez le choix de l'urne. Exemple, je vous donne une urne pleine de boules noires et une urne pleine de boules blanches, laquelle choisissez-vous? Celle où il y a les boules blanches, bien entendu. Donc, ce n'est pas exactement ça. Hein, vous avez compris le principe. Hein. Si je vous dis cette urne est pleine de boules noires, cette urne est pleine de boules blanches, comme vous ne voulez pas être fusillé, vous dites je veux l'urne où il y a que des boules blanches. Bon, mais c'est plus compliqué que ça, on va faire un mix. Alors, il y a 2 urnes. L'urne 1, c'est moi qui l'ai faite. Et je vous dis, il y a 50 boules blanches et 50 boules noires. Et vous me croyez, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de mensonge ou de doute sur ça. Vous êtes certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous voulez, on vérifiera l'urne après. Donc, voilà cette urne. Il y a une deuxième urne. La deuxième urne a été préparée par Monsieur X ou Madame Y. Et la seule chose, vous voyez, c'est sûr, c'est que ne contient que des boules blanches et ou des boules noires. Et des boules. Donc vous êtes certain qu'elle n'est pas vide, et vous êtes certain qu'il n'y a pas de boules rouges ou de choses comme ça. Clair?
Alors je vous rappelle, maintenant, vous allez tirer. Si vous tirez une boule noire, on vous fusille. Réfléchissez un instant et dites-moi quelle boule vous préférez, quelle urne vous préférez. Alors, vous avez fait votre choix? Alors, qui vote pour la 1? Oui, je devrais compter, c'est pas mal. Qui vote pour la 2? Je pense qu'il y en a nettement moins. Pardon? Vous pouvez tirer au hasard, hein, c'est un mix, effectivement, vous pouvez choisir au hasard. Alors ça, c'est l'expérience d'Ellsberg. Il se trouve que la plupart des gens, et je crois que c'est le cas ici, disent « je prends l'urne 1 ». Pourquoi? Si vous mettez des probabilités, c'est rigoureusement la même chose. Hein. La probabilité de tirer une boule blanche dans le cas 1, c'est 1,5. Dans la boule 2, comme vous ne savez, quand vous n'avez aucun renseignement, vous avez des probabilités a priori, vous dites, bon, ben, une chance sur 2. Donc, du strict point de vue de la théorie des probabilités telle qu'elle existe, acceptée, etc., par tout le monde, il y a, dans chaque cas, 50% de chance de tirer une boule blanche ou une boule noire. Donc, il n'y a aucune raison de préférer l'une à l'autre. Et pourtant, de manière régulière et uniforme, les gens préfèrent ça. Ce qui veut dire que le hasard, ce n'est pas seulement les probabilités. Ce qui vous guide dans ce cas-là, c'est le sens. Là, pour vous, c'est clair que c'est impartial. Tandis que là, vous vous dites, qui est ce monsieur X? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a cette intervention un peu extérieure qui vient perturber le sentiment d'équité et d'impartialité. Du point de vue des probabilités, c'est rigoureusement identique. Et vous voyez, ça termine un peu ma conclusion, parce que ça, c'est quelque chose que j'avais appris par mon bon ami Cyril Javary, qui est au premier rang, un sinologue. C'est finalement, je suis en train de vous expliquer que ces décisions, prendre des décisions au hasard, ça, je veux dire, le hasard représente l'équité, l'impartialité, etc. Et c'est un sentiment proprement humain qui va bien au-delà du simple fait qu'on compte des choses. Eh bien, ceci dit, la décision a été prise et on peut se demander avec intérêt, qui est-ce qui décide quand vous tirez au sort? Hein, c'est quand même une décision. Hein, qui décide? Alors, j'ai terminé. Si la chose vous intéresse, je vous signale le petit livre que j'ai fait avec Étienne Lécroard où je développe ça. Et mon intérêt s'est porté plus récemment sur le climat. Alors, avec le même Étienne Lécroard, je viens de faire une BD sur l'urgence climatique. Et j'espère... Et voilà donc où j'en suis. Je vous remercie de votre attention. J'avais une question vis-à-vis de la notion de hasard en elle-même. Vous dites que le hasard est vu comme un symbole d'équité, d'impartialité, quand il est associé à une décision. Oui. Mais j'avais un contre-exemple à vous soumettre pour avoir votre avis. C'est celui de personnes avec laquelle la vie n'a pas été tendre. Par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui a attrapé une maladie extrêmement grave et qui, derrière, découvre qu'il a développé un cancer. Est-ce que, justement, on n'a pas l'impression, dans ce genre de cas, que le hasard est extrêmement injuste, justement? Oui, pas de chance. Pas de chance, c'est ça. Bon, je suis toujours un peu provocateur, hein, comme vous le voyez, c'est pour faire réfléchir les gens. Là, je devrais préciser ma pensée aussi, ce sont dans des procédures organisées, certainement. Hein. Un peu, j'entendais une question tout à l'heure sur le jeu d'échecs, par exemple, et sur les situations humaines. Et on est capable de créer des situations organisées et procédures où le hasard va jouer un rôle. La manière dont on l'organise va créer l'équité. Vous voyez, c'est ressenti dans le cadre d'une procédure ou de quelque chose de collectif. Là, on a deux maladies graves coup sur coup. Ça, c'est
C'est le monde, c'est pas humain, c'est en dehors de la société, d'un certain point de vue. Je me fais mal comprendre, sans doute, mais toujours dans le cas d'une procédure, toujours dans le cas d'une vie collective, c'est-à-dire d'une procédure organisée. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit aussi, par exemple, c'est que moi-même, j'ai écrit des tas de trucs sur qu'est-ce que c'est que le hasard. Le hasard existe-t-il? Est-ce que c'est le déterminisme, des trucs comme ça? Mais pour que vous voyez, et donc il y a des tas de doutes. Mais il y a le cas où le doute n'existe absolument pas quand vous tirez à la courte paille. Là, je dois avoir là 2 trucs, je vous présente 2 trucs comme ça, l'un est plus long que l'autre, vous tirez. Il ne viendra l'idée de personne de contester que ce soit un tirage au sort. Il n'y a pas du tout la question de l'analyse du dé, le dé rebondit, etc. Là, il y a cette dimension humaine dedans, dans le cas d'une procédure. Mais c'est vrai, le hasard en soi n'est pas juste, vous avez raison, mais on peut créer... c'est un peu ce que disait Hayek sur le marché, c'est la procédure qui est juste. C'est la procédure qui est juste. Dans le vote pour Venise, comment 9 personnes peuvent voter et élire 40 personnes? Oui, très bonne question. Nous sommes là 9, mais merci de poser la question. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Dites-vous que si vous n'avez pas compris, les 3/4 de l'auditoire n'ont pas compris non plus. C'est une très bonne règle, je dis ça aux étudiants, vous rendez service aux gens. Oui, ce que je veux dire, nous sommes 9. Alors, nous nous réunissons et nous prenons la liste des 3000 sénateurs. Et on se dit, lundi, on va choisir 40 personnes là-dedans, on va prendre celui-là. Moi, j'en veux pas, etc. Donc, vous votez parmi les 3000 qui sont là. Je ne sais pas si vous avez le droit de vous voter vous-même, je ne connais pas ce détail. Mais vous proposez, chacun des 9 propose quelqu'un, s'il a 7 voix, il passe. S'il a 7 voix ou plus, il passe. S'il a 6 voix, ce qui est quand même une majorité, ils sont 9, il ne passe pas. Donc si vous proposez par exemple le chef de votre parti, qui a suscité des animosités, les autres peuvent parfaitement dire « je n'en veux pas, je veux quelqu'un de mieux, etc. etc. » Et là, il peut y avoir des tractations. Vous voyez, on va se mettre d'accord, on va voter pour lui, mais alors il faut voter pour lui. On peut faire des deals, mais des deals qui réclament 7 personnes sur 9, il faut vraiment qu'il y ait un certain avantage. Et puis ensuite, on refait ça. Donc, voilà ce que je voulais dire. C'est clair? Les 9 premiers, ils choisissent parmi les 3000. Les 9 premiers choisissent 40 parmi les 3000. Les 40 qui sont choisis, on les réduit par tirage au sort. Ils ne sont plus 40, ils sont 9, mais c'est toujours les mêmes. Et eux, ils vont en élire. Alors, on se dit à ce moment-là, pour qui va-t-on voter? Alors, il y a des gens dont personne ne veut, quelqu'un qui est un imbécile notoire, ou bien quelqu'un qui est... etc. Mais, en principe, à tout moment, on peut choisir n'importe lequel des 3000. Les 3000, ça, c'était une aristocratie, Venise. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient élus, et puis très tôt, au XIIIe siècle, on a fermé le Sénat. On a dit ce sont ces familles-là et les descendants de ces familles. Le Sénat était fermé. Et d'ailleurs, le Sénat vénitien passait son temps à voter, parce qu'on ne faisait pas que ça. On votait de manière analogue pour à peu près tous les trucs. Et d'ailleurs, c'était assez marrant, la manière dont on tire les 30 premiers. Donc, les 3000 sont là, on va tirer au sort. Alors, il y a une grande urne avec les noms des sénateurs. Alors, le chef du Sénat sort, il va sur la grande place. Il avise le premier petit gamin en haillons qui court, il le prend par la peau, il l'emmène et lui dit « tu tires 40 boules ». Est-ce que vous n'avez pas peur que le hasard, justement, ça soit une espèce d'arrasement et, sur le cas de la démocratie, que ça mette fin à tout leadership, y compris dans les décisions graves? Vous parliez de Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce que vous auriez dit si Truman avait tiré au sort avant de bombarder? Il avait, par exemple, sorti une pièce en disant « face, je bombarde, pile, je bombarde pas ». Ça aurait été très juste, ça aurait été très équitable, on aurait laissé leur chance aux Japonais, mais est-ce que décision aurait eu une légitimité quelconque? Non, de manière générale, est-ce que vous craignez pas qu'à vouloir tout rendre équitable, finalement, vous délégitimiez seulement
choisies, mais en plus les décisions qui sont prises. Oui, j'ai quand même introduit une nuance. Hein. J'ai dit que vous ne pouvez pas toujours tirer au sort la décision. Certes, par exemple, fixer le niveau des impôts, vous n'allez pas tirer ça au sort. Hein. Jeter une bombe, vous n'allez pas tirer ça au sort. Vous pouvez tirer au sort les juges, hein, ou les gens qui sont là, vous pouvez tirer au sort les assemblées, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, que les personnes investies de ça aient une autorité. Hein. À Athènes, Thémistocle, Thémistocle, quand il fallait battre les Perses, hein, c'est lui qui a commandé, on s'attaque aux Perses. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, je pense par exemple, dans les usages modernes, hein, les assemblées tirées au sort ont toujours été consultatives. Hein, donc c'est le cas de l'Assemblée sur le climat, par exemple. Hein, c'est pas une mauvaise chose. Hein, de même que l'Assemblée qui avait été élue en Islande pour faire une réforme de la Constitution. C'est pas une mauvaise chose. Hein, c'est-à-dire, ça rajeunit un peu le personnel politique, etc. Je dis que c'est un ingrédient. Et le cas de Venise n'est pas mauvais, parce que vous voyez, il y a cette espèce de mix entre l'élection et le tirage au sort. Hein. C'est pas, évidemment, si on commence à tout tirer au sort, il y a une nouvelle de Borges, d'ailleurs, qui est comme ça. Hein. Une nouvelle de Borges où une société... Oui, la loterie. C'est marrant. Exactement. Cette nouvelle de Borges qui est très bien, mais c'est pas ce que je conseille. Hein. C'est pas ce que je conseille. Mon point, c'est toujours le soupçon qui pèse sur le conflit d'intérêts. Vous ne savez pas pourquoi telle personne a pris telle décision. Ça a été tiré au sort. Vous pouvez dire, il ne fallait pas tirer au sort ce jour-là, mais vous ne pouvez pas dire, il y avait un agenda caché. Vous tirez le juge au sort, ben vous pouvez dire, on est mal tombé, etc. Il avait un agenda caché, mais on ne peut pas dire, on l'a choisi exprès. Ça offre cet avantage-là. Donc la question, le hasard est-il juste? Cette conférence a bien montré que le hasard n'est pas une simple quantité de probabilités qu'on peut simplement calculer et objectiver, et que finalement les décisions humaines et la valeur qu'on met dans ce hasard reste quelque chose d'incompressible, et notamment cette valeur d'équité que l'homme met naturellement dans cette question de hasard. Finalement, cette conférence, elle a contribué à bien délimiter la différence entre un hasard qui serait objectif, extérieur, quantifiable, et un hasard qui relèverait de la décision et donc des procédures entre les hommes. Donc, comme l'a montré la conférence, historiquement, dans la naissance de la théorie des probabilités, cette théorie est plutôt née dans un contexte de théorie de la décision, et donc vers un hasard tourné vers l'équité, l'équité de droit. Donc on partage les pistoles en fonction de notre droit et pas en fonction de ce qu'un hasard extérieur déciderait pour nous. Et donc finalement, le hasard est pour nous la procédure la plus juste, ce qui montre encore une fois la porosité qu'il y a entre les sciences, les calculs exacts des sciences dites exactes et les sciences humaines.